Ce qu'on sait maintenant, là, c'est que les premiers arrivants, là, c'était les Abénakis. On le sait, mais ils sont pas restés. Il a bien fallu qu'il y en arrive d'autres après. C'est sûr, on est là. Mais quand les premiers sont arrivés, là, c'était comment? Hey, il y avait de la forêt, du bois, puis encore du bois. Du bois franc, il faut croire. Mais quand j'y pense, là, fallait qu'il y ait une maudite bonne raison pour venir ici. Faut croire que ça devait aller mal chez eux. Je crée bien, mais c'était quoi? C'est quoi? Bien, leur raison pour venir ici, des bois francs. Nous sommes au cœur du village de Saint-Grégoire, à proximité des villages de Bécancour et de Gentilly. C'est d'ici que sont partis les premiers habitants qui sont venus défricher les bois francs. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces gens-là quittent une région où ils sont très bien établis pour aller coloniser une région qui est absolument inhabitée. Pour comprendre cette question-là, en fait, il faut retourner dans l'histoire du Bas-Canada aux alentours de 1830. C'est une période très sombre de notre histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 crises qui vont venir durcir le climat qui règne dans la colonie. Il y a d'abord une crise sanitaire. À partir de 1830-1832, il y a une vague d'immigration irlandaise qui apporte ici une terrible maladie, le choléra. Il va y avoir une épidémie dans la colonie qui va faire aux environs de 10 000 morts sur une population d'à peine 500 000. On comprend que partout, c'est la consternation. La deuxième crise, c'est une crise politique. C'est une époque où les autorités britanniques dirigent la colonie d'une main de fer et on fait aucune concession aux Canadiens français. Et qu'est-ce que la population apprend? Grâce aux députés du Parti canadien, qui va devenir le Parti patriote, qui est dirigé par le fameux Louis-Joseph Papineau, on apprend chaque année qu'il y a un scandale, qu'il y a des injustices, et qui fait les frais de ça? C'est évidemment le peuple. Le peuple qui déjà subit la crise sanitaire. Alors, il y a une espèce d'écœurement qui s'installe, et finalement, ça va nous conduire à la fameuse révolte des patriotes de 1837-1838, qui va être durement réprimée par les autorités britanniques. On sait qu'il y a 12 chefs patriotes qui vont être pendus publiquement à Montréal. Mais par-dessus tout, il y a une très grave crise agricole qui sévit dans toutes les seigneuries de la colonie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espace seigneurial qui faisait vivre aux environs de 65 000 habitants à l'époque de la Conquête, en 1760, ce même espace-là doit maintenant faire vivre autour de 500 000 habitants. De plus, on est accroché à des vieilles techniques agricoles. On ne pratique pas la jachère, on ne pratique pas l'enrichissement des sols, on ne pratique pas la rotation des cultures, de telle sorte que les sols s'épuisent et les rendements diminuent. Les rendements qui étaient de 5 pour 1 à l'époque de la Conquête, maintenant, sont au mieux de 3 pour 1. Alors, pour un jeune paysan, déjà, ça crée des difficultés quand on pense à s'établir sur une seigneurie qui est surpeuplée. On peut chercher à acquérir une nouvelle terre, mais elles sont très rares et très chères. Il y a aussi les terres de la couronne, mais elles sont gérées par une bureaucratie anglaise qui n'a aucune faveur à faire à des jeunes paysans canadiens-français. Et la bureaucratie crée 1000 embûches, 1000 problèmes aux jeunes paysans qui se présentent devant lui. Il faut d'abord aller voir l'agent des terres, qui va vous retourner à l'arpenteur général, qui va vous envoyer au commissaire des terres, qui va vous envoyer à l'inspecteur ou plutôt au secrétaire du gouverneur et finalement au secrétaire provincial. Ce sont des démarches qui sont longues, qui sont coûteuses. Au mieux, on peut espérer acquérir une terre au bout de 18 mois, mais généralement, on va plutôt parler de 3 à 4 ans de délai avant de pouvoir vraiment devenir propriétaire d'une terre. Donc, on le voit, l'avenir d'un jeune paysan dans les vieilles seigneuries, dans les vieilles paroisses, devient très problématique. Quelle solution s'offre à ces gens-là? Quelle est leur dernière planche de salut?
ben, c'est d'aller coloniser des régions qui sont inhabitées. Et c'est là qu'on va voir un mouvement migratoire qui part des vieilles seigneuries pour aller vers les Laurentides, pour aller vers le lac Saint-Jean, mais aussi pour aller dans les Bois-Francs. Et là, on se dirige vers une région qui est inhabitée. Et on va aller s'installer tout simplement sur une terre, quitte à devenir un squatteur. Ouais, ça allait mal en colonie. Hey, je comprends donc. Il y avait le choléra, la révolte des patriotes. Moi, ce que je trouvais épouvantable, là, c'était la crise agricole. Ben, c'est bien simple, puis cravate fin. Hey, moi, tu me connais, je serais sortie de là Saint-Henrard. Ben oui, je te connais. Mais tu serais allée où, ma pauvre Constance? Ben, d'un bois franc, cette affaire. Mais pourquoi venir dans les Bois-Francs? En fait, pour beaucoup de gens qui vivent le long du fleuve, la région des Bois-Francs, c'est pas tout à fait inconnu. Il y en a plusieurs qui sont déjà venus pour chasser, pour trapper. Ils savent qu'ils vont trouver là des sols fertiles. Ils savent qu'ils vont trouver là du bois en quantité et en qualité. C'est donc très invitant. Le problème, c'est que pour s'y rendre, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin. Il faut même s'attendre à traverser une bande marécageuse qui est très imposante. On évalue sa largeur entre 10 et 20 km et elle s'étire de Saint-Lucien près de Drummondville jusqu'à Laurier-Station. Quand on traverse ces marécages-là, il faut s'attendre à avoir de l'eau et de la boue jusqu'aux genoux et les pieds souvent enchevêtrés dans des racines. Cette bande marécageuse, on pourrait la situer là où on retrouve aujourd'hui l'autoroute 20. Donc, pour la traverser, ça prend beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Il faut avoir en tête qu'il y a des hommes et il y a des bêtes qui n'ont pas réussi à la traverser vivant. Mais les conditions d'existence sont si misérables dans les seigneuries du bord du fleuve que finalement, le jeu en vaut peut-être la chandelle. Pour le monde qui crevait de faim dans les seigneuries, là, les Bois-Francs, là, ça doit avoir l'air du paradis. En plus, il n'y a personne. Ben, il y a du bois, puis encore du bois, puis des sols fertiles pour l'agriculture. Mais attends un peu, là, ma Constance, là. Fallait qu'ils traversent des marécages, là, pour se rendre jusqu'ici. T'exagères, mon Artémise. Ça devait être pas si pire que ça. Oh, c'est pas ce que j'ai entendu dire. Paraîtra que c'était terrible. Finalement, fallait qu'ils traversent l'enfer pour se rendre au paradis. Ouais. Ce monde-là, c'était des vrais héros. Ouais, mais c'était qui, ce monde-là? Puis il venait d'où? Le sais-tu, toi? Mais qui sont ces premiers colons qui viennent s'installer dans la région? L'abbé Charles-Édouard Mayotte, qu'on considère comme le premier historien des Bois-Francs, nous en fait un portrait qui est assez saisissant. La plus forte partie des colons qui montaient dans les Bois-Francs étaient pauvres et sans aucune avance. C'étaient pour la plupart des journaliers ou des habitants ruinés qui n'apportaient avec eux que les ustensiles de première nécessité et de maigres provisions pour quelques mois. Plusieurs n'apportaient pour tout ménage que leur hache et un sac de farine sur le dos. C'est au mois de mars 1825 qu'on va voir arriver le tout premier colon dans la région des Bois-Francs. Il s'appelle Charles-Léon. Il a 26 ans. Il vient du village de Bécancour. Il est accompagné de sa femme, Louise Cormier, de ses 2 enfants, de son jeune frère Georges et d'un ami. Ils vont s'installer dans un endroit qui va devenir plus tard Saint-Louis de Blandford. Ils vont évidemment devoir se construire une cabane, ce qu'ils vont faire le long de la rivière Bécancour. Mais il leur faut pelleter 5 pieds de neige. Je vous rappelle qu'on est au mois de mars. 2 ans plus tard, en 1827, il y a déjà 10 colons qui sont venus les rejoindre. C'est un rassembleur. Léon a beaucoup d'amis. Et aussi, il y a des bonnes relations avec les Abénaquis. C'est quelqu'un qui venait sur le territoire à la chasse et qui a rencontré les Abénaquis qui lui ont donné le goût d'aller plus loin en lui donnant des informations. Et il fait sa première expédition là, dans l'intérieur de notre territoire là, en février 1825. En raquette, accompagné évidemment de 2 amis Abénaquis, il s'en vient sur notre territoire et il longe la rivière Bécancour. Après cette première expédition-là, il retourne chez lui pour tenter évidemment de convaincre son épouse de l'accompagner, d'aller s'installer là. Il fait une deuxième... il retourne un mois après, le 13 mars 1825, il retourne sur le territoire. Il est accompagné de son épouse, de 2 enfants, de son frère Georges.
Un peu plus tard, il retourne à Bécancour et là, il revient avec une vache. La première vache a quitté le territoire des seigneuries pour venir s'installer dans les Bois-Francs. Des amis l'aident à amener du foin puis un peu de son ménage. Il va défricher 5 arpents dès la première année. C'est tout un exploit, là. Il construit même une laiterie. Il va considérant que des amis, là, il reçoit des amis qui viennent le rejoindre. En 1826, la couronne lui reconnaît une bonne propriété du canton de Blandford. Lui et on, je le répète, un type populaire, va séparer des lots avec des amis. Donc, le développement s'effectue rapidement. Il va construire un moulin à scie. Tout va vite. Hein. De 1827, il construit un moulin à scie. Le territoire se développe. Malheureusement, en 1828, son frère décède. Mais son frère Georges, son jeune frère, qui avait 16 ans, décède. Mais on ne se décourage pas. Il continue à travailler fort. Et même, il s'aperçoit qu'à aller transporter les produits de la ferme, là, remonter à Bécancour sur le bord du fleuve, c'est très exigeant. Donc, il construit un moulin en scie, puis un peu plus tard, il va construire le premier moulin à farine des Bois-Francs. Donc, et ça va amener un développement assez important, là. Tous ceux qui sont venus le rejoindre, profitent de ces installations. En 1846, il y a un peu les chemins. Même si c'est bien modeste, on parle d'un chemin, disons plutôt, je dirais, une trace, se rend jusqu'à Princeville, Stanford. Donc, ça aussi, ça l'a aidé, même si c'était éloigné du chemin de fer, ça l'a aidé le coin développé par Léon à grandir et à poursuivre son développement. Le courageux pionnier Charles Léon meurt le 16 mai 1882 à l'âge de 83 ans. C'est dire que le travail ne tue pas nécessairement son homme, parce que 83 ans, avec tout le travail qu'il avait effectué au cours de sa vie, c'est remarquable. C'est au mois de mars 1832 qu'on voit arriver Édouard Leclerc du village de Saint-Grégoire. Il a 24 ans, il est célibataire. Il va aller s'installer sur un lot qui serait aujourd'hui situé dans le rang 12, à peu près à 4 km au sud de l'église paroissiale actuelle. Il y a d'ailleurs un monument qui marque l'endroit. Édouard Leclerc, il avait fait un premier voyage exploratoire à l'automne 1831. Il avait trouvé l'endroit tellement intéressant qu'il était bien décidé à revenir, ce qu'il va faire au printemps 1832. Cette fois, le voyage se fit en voiture. Dans les voitures, on avait placé des provisions de bouche, des habits et des couvertes, un poêle français, quelques ustensiles de cuisine, des haches. On apportait aussi des pioches et des bêches. À son arrivée dans le canton de Stanford, Édouard Leclerc y était célibataire. Il va se marier 2 fois. Du premier mariage, il va avoir 7 enfants. Du deuxième, 15 autres. Quand il va mourir, en 1878, à l'âge de 70 ans, l'abbé Charles-Édouard Mayotte va noter qu'il avait le visage labouré par les soucis de la vie. Avec 22 enfants, on peut comprendre. Mais en même temps, on peut se dire que la colonisation du canton de Stanford, qui allait donner Princeville, s'était vraiment bien lancée. C'est au mois de mars 1835 qu'on voit arriver Charles Beauchesne dans le canton d'Arthabasca. Il a 43 ans, il est marié à Marguerite Levasseur et il a déjà 9 enfants. À leur arrivée dans le canton, ils traînent avec eux toute leur fortune. Un cheval, une voiture, une hache, 16 piastres en argent et quelques meubles. Malheureusement pour eux, ils vont perdre leur cheval qui va mourir d'épuisement et des suites des blessures qui s'est infligées en traversant les marécages et les savanes. C'est une perte qui est considérable. Charles Beauchesne est issu d'une famille pauvre de Bécancour. Il grandit chez un parent avant d'effectuer son service militaire. Après son mariage avec Marguerite Levasseur, en 1819, il devient traversier sur la rivière Bécancour. En 1831, il s'installe sur une terre à Gentilly. Mais les redevances qu'exige le développement de cette terre-là viennent à bout de ses ressources financières. Il abandonne et il prend la route d'Arthabasca. Le 18 mars 1835,
Beauchesne plante sa tente sur le côté sud de la rivière Nicolette. Impressionné par la hauteur et la diversité des arbres, Beauchesne se met à la tâche et développe son nouveau coin de terre, construit sa maison. Des collègues, des amis de Gentilly et de Grondines viennent le rejoindre. Peu à peu, là aussi, une colonie se développe, notamment autour des 5e et 6e lots là, du 3e rang à Arthabasca. Finalement, il développera sa ferme durant 50 ans et il va mourir le 7 juin 1883 après avoir mené une œuvre dont on se souvient encore aujourd'hui. Toujours en 1835, mais à l'automne, Jean-Baptiste Lafont, qui a 39 ans, arrive dans le canton de Somerset. Il y a une hache sur l'épaule et il y a un sac de provisions sur le dos. Son fils de 18 ans l'accompagne et ensemble, ils vont défricher ce qui va devenir plus tard Plessisville. Au printemps suivant, donc en 1836, sa femme Marguerite Poirier va venir le rejoindre avec 8 enfants. Ce ne sera pas long que d'autres colons vont suivre, qui vont arriver de Saint-Grégoire, de Bécancour, de Gentilly. C'est en 1840 qu'a été fondé le village de Saint-Norbert. On attribue sa fondation à un nommé Pierre Landry d'Ibercasse. L'abbé Charles-Édouard Mayotte en trace un portrait qui est très flatteur. Monsieur Landry donna, pendant un temps d'indigence, 45 repas à des femmes et à des enfants, dont la plus grande partie pleurait de faim. Mais comme fondateur de Saint-Norbert, il y en a qui vont préférer retenir le nom de Louis Gravel. C'est à lui qu'on attribue l'honneur d'avoir abattu le premier arbre à l'endroit précis où se trouve aujourd'hui l'église paroissiale. Finalement, une fois qu'ils ont traversé le marécage, ça devait être pas si pire. Je pense qu'ils sont pas au bout de leur peine. Il leur restait rien qu'à défricher pas cultiver. Alors, pense-y, là, il fallait qu'ils dessouchent, qu'ils construisent une maison puis qu'ils se trouvent à manger en attendant les premières récoltes. Ouais, c'est vrai qu'ils ont dû manger un peu de misère. Et pas juste un peu. De la grosse misère, de la misère noire. Ah, noir foncé. Les premiers colons qui arrivent dans les Bois-Francs sont vraiment pas au bout de leur peine. Il y a un paquet de défis qui les attendent. Il leur faut penser à se loger, à se nourrir, à défricher, à ensemencer, et tout ça avant de connaître leur première récolte puis de voir un petit début d'autosuffisance. Le premier défi, se loger. Comme on arrive généralement au début du printemps, il faut penser à se protéger du froid. On parle ici de cabanes très rudimentaires qui sont faites d'une seule pièce, de 15 pieds par 18 pieds. Charles-Édouard Mayotte en fait une description sommaire. Les cabanes étaient faites avec des pièces de bois rond et recouvertes d'un toit plat que l'on garnissait de terre. Elles étaient toutes assez petites et d'un seul compartiment. Comme on n'a ni clous, ni planches, ni bien sûr de quincaillerie, puis que l'outillage se réduit à sa plus simple expression, va falloir faire avec les moyens du bord. On voyait aussi des pentures faites avec des lanières de vieux cuir ou d'écorce d'orme. Quelquefois 2 châssis à 4 petites vitres laissaient pénétrer la lumière. À défaut de poêle, en attendant, on confectionnait des cheminées avec de la terre. Les meubles étaient confectionnés sur place par des ouvriers qui n'avaient souvent pour outil qu'une hache, une scie et un marteau. Les chevilles de bois remplaçaient le clou. Mais le plus difficile, ça restait assurer les repas. Tous les témoignages concordent et démontrent que les premiers colons qui sont venus dans les Bois-Francs ont terriblement souffert de la faim. Bien sûr, quand on quittait les vieilles paroisses du bord du fleuve, on prenait soin d'apporter tout plein de provisions. Mais ces provisions-là, ça ne tenait pas longtemps. Et tôt ou tard, il fallait retourner au bord du fleuve pour se ravitailler. Et en période de dégel, ça voulait dire traverser les savanes, traverser les marécages, qui étaient extrêmement périlleux. Croyez-le, quelque invraisemblable que cela doive paraître, un certain nombre de ces familles ne vivaient que d'herbes, de feuilles ou de racines bouillies. Elles se nourrissaient surtout d'une certaine sorte d'ail sauvage que l'on trouvait en assez grande abondance, nourriture insupportable surtout à cause de l'odeur qu'elle répandait. Il arrivait donc des périodes où la nourriture devenait pratiquement introuvable. Il n'était pas rare d'entendre dire à quelqu'un qu'il avait passé 1, 2 et même 3 journées sans presque rien manger. Quant à la viande, elle était d'une telle rareté que quand on avait le bonheur d'en avoir, on n'en perdait rien, mais absolument rien.
Souvent, le même morceau de lard servait à faire la soupe de plusieurs familles voisines, car elle se passait ce morceau de lard plusieurs jours de suite, jusqu'à ce qu'il fût réduit presque à rien, à la couenne. Jusqu'aux premières récoltes, on s'installait en mode survie. On estime que les premiers excédents arrivaient au bout de 3 ou 4 ans. Heureusement, les vagues successives de nouveaux arrivants ont pu compter sur l'aide et la solidarité des premiers colons. Hey, les premiers qui sont installés, là, c'est vrai qu'ils ont mangé de la misaine noire. Hey, je comprends donc. Il a fallu qu'ils s'arrachent le cœur juste pour arriver à survivre. Ils n'arrivaient pas à manger à leur faim là, pour tout l'ouvrage qu'ils faisaient. Mais ils ont quand même réussi à passer au travail. C'est le début de quelque chose. Hey, c'est ça qui va donner Saint-Louis de Blenford. Stanford. Hey, qui va donner Princeville. Somerset. Qui va donner Plessisville. Arthabasca. Hey, qui va donner Arthabasca puis Victoriaville. Hey, finalement, le bon Dieu était de le bord. Hey, bon Dieu. Il n'y avait même pas d'église, pas de chapelle, pas de prêtre. Hey, le bon Dieu, il arrive quand des Bois-Francs? Ça, va falloir qu'on s'en reparle. Oh. Nous marcherons sur la terre, ensemble un autre millénaire. Nos visages baignés de soleil, nos cœurs grands comme le ciel. J'entends nos voix qui se rassemblent en une prière d'amour, de ciel et de terre. Regardez les traits des sons, j'entends murmure un rêve profond. Est-ce que me doubt chez Manito? Makakutino Menyo jamak salam Nyunde nyo sejam oh yala Bezerizalam We'll be walking together for 1,000 years and more. Nos cœurs battront à l'unisson under the same one sun, like flowers of one garden. যেগান তোমার যেগান আমার আমি গান গাই শিশুরে সহানুভূতির কোনো দেশ নেই সীমানা নেই Shalom Aleinu Le'al kol ha'olam. Aujourd'hui unissons nos cœurs, nos tambours, pour l'espoir, pour l'amour. Shalom Aleinu.
quand germe une pensée de guerre. Opposez-lui une plus forte pensée de paix. Nous sommes tous nés d'amour et de lumière, tous de la même poussière.